10 minutes, please. Yes? OK. Monsieur le Président, honorable Assemblée, je vais surtout enfoncer des portes ouvertes et rappeler des faits plus ou moins connus. Tel est mon propos. Le comte Joseph de Maistre, théologien, car politique, car théologien. En 68 ans de vie, Joseph de Maistre, de 1753 à 1821, est passé d'un siècle à un autre et par là a changé d'univers, état de fait auquel il fut définitivement et brutalement confronté lors de sa rencontre avec le roi Louis XVIII à Paris. Personnage à métamorphose, il fut politique, magistrat, philosophe, écrivain et même et partout théologien, catholique de combat, intéressé par l'illuminisme comme par la franc-maçonnerie. Complexe, n'est-ce pas? Sa complexité ne lui posa jamais problème et ceux qui ont voulu l'opposer à lui-même ont échoué à le convaincre de contradiction. Pourtant, son parcours aurait dû l'entraîner dans une cascade de chute. Ce sujet sarde, natif de Chambéry, en Savoie, devait, du fait de son époque, rencontrer les Lumières athées avec leur côté politique, sans qu'elles l'aveuglassent. Il s'intéressa au phénomène martiniste sans y succomber et s'enthousiasma pour les événements de France à leur début. Jusqu'en 1792, quand les troupes jacobines envahirent la Savoie en septembre de cette année-là, l'annexant la France. Alors il partit pour Turin, âgé de 39 ans, puis pour l'exil en Suisse, puis à Venise, et aboutit à Saint-Pétersbourg en ministre plénipotentiaire du royaume de Sardaigne, lequel n'existait plus que sur le papier, mais qu'il devait représenter 14 années durant auprès de l'empereur Alexandre Ier, qui soutint financièrement la fiction et n'obligea pas un ingrat, car Joseph de Maistre, inconnu, incarna l'un des plus redoutables adversaires de la France napoléonienne. Une affaire de famille pour les de Maistre, car son frère Xavier luttait aux côtés des Russes, les armes à la main, contre l'esprit révolutionnaire, incarné aussi par Napoléon, ainsi que le souligne avec pertinence le professeur Raczynski. Il y a donc cet aspect du séjour en Russie illustré par les fameuses soirées de Saint-Pétersbourg, sur lesquelles on pourrait s'étendre longtemps. Alexandre Ier fut parfaitement conscient de qui il avait à sa proximité, d'autant plus qu'il était l'un des personnages des soirées de Saint-Pétersbourg sous le pseudonyme de Le Chevalier. À son retour en Europe occidentale, en 1817 à Turin, Xavier de Maistre jouit d'une influence profonde dans toute l'Europe et par-delà la mort, il marquera l'esprit de Balzac, Baudelaire, Bernanos, Claudel, etc., et tant d'autres. Et en Russie, nous relevons pas moins que Léon Tolstoï parmi ceux qui regardèrent vers lui. Pour Joseph de Maistre, l'homme abstrait n'existe pas. Et dans tous ses écrits, il illustrera ce propos, en particulier sur le plan religieux. Car ce symbole de la réaction ultra-conservateur aux yeux des libéraux ne sera jamais pris, malgré sa liberté totale d'écrit, en déviance de son long combat, pas même en matière religieuse, terrain pourtant si glissant. Marc Froidefond, qui a suivi Joseph de Maistre dans ses démarches philosophiques, politiques, religieuses, et a établi la multiplicité étonnante des sources de savoyards introuvables, a illustré que la liberté de ton de Joseph de Maistre ne le mettait jamais en porte-à-faux avec les doctrines de l'Église. Exploit extraordinaire et les enseignements théologiques, quels qu'ils fussent. Des exemples, tout l'évangile défile, les thèmes si nombreux qu'il a décortiqués dévoilent une absence d'agressivité, la connaissance parfaite du sujet
que Joseph de Maistre ne cherche pas à écraser, surtout à comprendre et à expliquer. Ce qui le rend d'autant plus convaincant lorsqu'il fusionne gouvernement des âmes et pouvoir politique. À un siècle de distance, il s'exclame une fois, une loi, un roi. Modernisons, changeons le dernier terme, peut-être, ça n'est pas valable partout, mais disons à la place de roi pour moins choquer, chef d'État. Et brusquement, nous regardons vers l'Est, aux surprises. Et nous remarquons qu'une fois, une loi, un chef d'État, cela peut exister. Comme sous le roi Soleil, diront certains, comme sous Louis XIV. Mais tout évolue, certes, même si le fond reste le même. Tout cela serait dépassé, une formule obsolète? Eh bien, nous regardons, je l'ai dit, et nous remplaçons certains mots. Joseph de Maistre ne s'exprimait pas dans le vide, il définissait l'avenir des nations qui subsisteront dans ce redoutable maelstrom millénaire qu'est la mondialisation, tournant désastreux de l'inversion des civilisations. Je vous remercie. Спасибо большое. Я хочу поговорить, если поправиться. У нас гораздо больше времени, чем я сказал раньше. Plus de temps que ce que je vous ai dit avant. Il y a un petit problème de montre et d'heure. Hein. Moi, je dois avouer malheureusement que je vis à l'heure russe, alors que nous sommes à Paris, donc nous avons beaucoup plus de temps que ce que je ne croyais. Donc nous continuons ce sujet de Joseph de Maistre. C'est un sujet qui est actuel jusqu'à aujourd'hui pour la France et aussi pour la Russie. C'est un sujet, un thème qui intéresse, qui émeut, qui permet de confronter des positions très diverses. Il n'y a pas de consensus au sujet de Joseph de Maistre, il n'y a pas de lieu commun. Alors, l'attitude vis-à-vis du travail de Maistre, c'est quelque chose qui révèle la position religieuse et politique de différentes personnes. Alors, ce qui serait intéressant, c'est d'entendre ce qu'a à dire Andrei Rachensky, Joseph de Maistre et l'Europe de son temps. Nous connaissons très bien le livre d'Andrei Rachensky, qui parle en particulier de l'époque d'Alexandre Ier. Ça décrit Joseph de Maistre en tant que personne, en tant que personnage très important dans la fondation du conservatisme, y compris le conservatisme orthodoxe, religieux, qui vise à transformer le monde laïque qui est arrivé par la Grande Révolution française. Chers collègues, je vous rappelle que chacun de nos exposants a 10 minutes. C'était la tâche du traducteur. Je voudrais juste rappeler que nous sommes réunis autour de Berdyaev et de Joseph de Maistre, donc, qui font le pont entre la France et la Russie. Berdyaev, il était français par sa mère, il est choisi il est en France, il était en France, et Joseph de Maistre n'était pas français, mais culture française, incontestablement, et il a joué un rôle très important, encore une fois, dans les deux cultures. Il était citoyen russe, il a pris la nationalité russe, mais bon, il est resté, encore une fois, profondément savoyard et de culture française. Donc, c'est un bref aperçu pour planter le décor et pour rappeler certaines choses qui sont mal connues parce que bien connues, en fait, concernant l'époque de Joseph de Maistre, c'est l'époque post-révolutionnaire essentiellement, il a vécu déjà mûr au moment des révolutions et quand les troupes jacobines occupent Chambéry, donc c'est exilé. Donc il sera exilé presque pendant toute sa vie après. Il doit quitter la Savoie, il va aller en Suisse, après il va en Italie. Et là, il était témoin d'un événement dans l'histoire, ça marche tout le monde. Lorsque, en 1799, il voit les troupes du tsar débarquer en Italie. Donc, les troupes de Paul Ier étaient envoyées par le tsar de toutes les Russies. Ça marche? Bon, c'est mieux comme ça. Donc, en 1799, il était témoin de la présence des troupes de Suvorov
de Rimsky-Korsakov qui était envoyé par le tsar Ier pour rétablir l'Église catholique. C'est un paradoxe de l'histoire, mais c'est le tsar qui s'en occupe. L'Église catholique qui était anéantie. Elle était anéantie en France d'abord, et tous les prêtres sont emprisonnés, guillotinés ou noyés. Elle est anéantie en Italie, après la conquête de l'Italie par les troupes jacobines. Encore une fois, le pape est emprisonné, il est mort, sans doute empoisonné, et l'Église catholique a été privée de son chef, donc et pratiquement il n'existe plus en France, en Italie, et pour rétablir l'Église catholique, il faut élire le pape. Et pour élire le pape, donc il faut réunir le conclave. On ne peut pas le faire. Et c'est Paul Ier qui envoie les troupes de Sauron en Italie, qui va libérer l'Italie de l'armée jacobine. L'Italie est libérée totalement. Et sous la protection des marionnettes russes, à Venise en 1800, le conclave a pu se réunir pour procéder à l'élection du pape, ce sera Clément VII. Pardon, Pie VII, qui est à la moitié, donc c'est le pape Pie VII qui a été élu sous la protection des marionnettes russes. Paul Ier l'invite pour venir s'installer à Saint-Pétersbourg. Il reste en Italie, il sera emprisonné lui aussi à son tour, plus tard, donc, en France, et sera libéré par les troupes russes en 1814 à Paris, il sera à Fontainebleau, dans sa prison de Fontainebleau, au château de Fontainebleau, et sera libéré en 1814 par les troupes russes. Eh bien, Joseph de Maistre, il a vu l'armée russe en Italie. Son frère, Xavier de Maistre, va suivre Sauron, il va quitter l'Italie pour aller en Russie comme officier de l'armée russe. Il va servir comme officier dans l'armée. Et Joseph de Maistre donc, est frappé par cette. Il voit la main de la providence, parce que le tsar orthodoxe, il défend le pape. Il rétablit la chrétienté en Occident. Et après son exil à Cagliari, il demande d'être nommé à Saint-Pétersbourg pour être auprès du tsar. Et en 1802, il est nommé, et en 1803, il est à Saint-Pétersbourg. Donc il représente le royaume inexistant, pratiquement, mais il joue le rôle d'intermédiaire, surtout entre les catholiques et les jésuites, parce qu'il faut se rappeler que après l'interdiction de la compagnie de Jésus, donc les jésuites étaient invités par Catherine II en Russie, et le centre de la compagnie de Jésus était Saint-Pétersbourg. Donc c'était le seul pays qui n'a jamais interdit les jésuites, et Catherine II étant impératrice orthodoxe, elle dit écoutez, la décision du pape n'a pas de valeur chez moi, donc je garde la compagnie de Jésus chez moi. Donc, et tous les jésuites, français, italiens, bavarois, polonais et autres, s'installent en Russie. Et Joseph de Maistre se retrouve parmi les jésuites à Saint-Pétersbourg, donc c'est le centre encore une fois. Et encore une fois, il faut se rappeler que Saint-Pétersbourg, c'est la capitale aussi de l'ordre de Malte, l'ordre catholique. Après tout, donc les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui s'installe à Saint-Pétersbourg, et le grand maître était Paul Ier, lui aussi. Donc, Paul Ier qui défend la chrétienté, non seulement en Russie, mais dans l'Europe. Une des causes de son assassinat, finalement, donc il est assassiné pour ça, on l'a fait passer pour un fou, parce que vous voyez, donc il a envoyé l'armée pour élire le pape, enfin, c'est la folie totale. Dans toute manière d'histoire, on parle toujours de la folie de Paul Ier, sans donner les raisons. Eh bien, Joseph de Maistre se retrouve en 1803 à Saint-Pétersbourg, le seul endroit libre réellement où il pouvait parler, où il pouvait écrire. Il n'y a pas d'endroit libre en Europe à cette époque-là où la pensée catholique contre-révolutionnaire pouvait s'exprimer librement, et Joseph de Maistre était aussi idolâtre de la contre-révolution. Il précise qu'il ne s'agit pas en parlant de la contre-révolution, il ne s'agit pas de la révolution au contraire, mais le contraire de la révolution. Eh bien, il fait le pont entre la Russie et la France, entre la Russie et l'Italie, entre la Russie et le pape, et il devient conseiller d'Alexandre Ier. Il parle tous les deux du projet de la Sainte Alliance à Venise, parce qu'il croit fermement à la victoire finale contre les forces révolutionnaires, cette révolution universelle qui était lancée déjà depuis 1792, donc toute l'Europe est occupée par les forces révolutionnaires.
satanique pour Joseph de Maistre, donc, parce qu'il faut savoir qu'il était le premier révolutionnaire, on le sait. Eh bien, le seul endroit où l'immigration française peut se retrouver, c'est Saint-Pétersbourg. Donc il y a beaucoup de Français à cette époque-là. Et Joseph de Maistre participe à l'édition d'un journal, qui s'appelle le Journal du Nord, donc, qui doit contrer la propagande napoléonienne. Et à propos de Napoléon, justement, donc, à l'époque où les troupes de Suvorov se retrouvent en Italie en 1800 pour permettre l'élection du pape, Napoléon se trouve en Égypte. Et je voudrais vous donner quelques citations de ces discours prononcés à la mosquée Al-Azhar. Donc, c'est le centre spirituel musulman de l'époque, au Caire, après la conquête du Caire, donc après la conquête de l'Égypte. Napoléon s'adresse aux musulmans avec des discours qu'il est publié d'ailleurs. Donc, tout ça est noté. Il dira, donc, on vous dira que je viens détruire votre religion, ne le croyez pas. Je respecte plus que les Mamelouks, Allah, son prophète et la Coran. Kati, Cheikh, Imam, Chouabachi. Dites au peuple que nous sommes ennemis des vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape, qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte? Parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans. Après les révoltes du Caire, noyées dans le sang, Bonaparte proclame à la mosquée d'Al-Azhar: il n'y a de Dieu que le vrai Dieu, qui n'a ni fils ni associé dans son royaume. Oléma, faites connaître au peuple que depuis que le monde existe, il était écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, fait abattre la croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'a été imposée. Faites voir au peuple que dans le saint livre de Coran, dans plus de 20 passages, ce qui arrive a été prévu, et ce qui arrivera a été également expliqué. Que les vrais croyants fassent des vœux pour la prospérité de nos âmes. Un jour viendra que tout le monde verra avec évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs et que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Ali Bonaparte, il s'appelle comme ça, donc il est fier de porter ce nom. Ali Bonaparte, comme il s'appelle donc lui-même, porte le turban, fait des prières prescrites par la charia, visite les mosquées et explique avec un air inspiré les pages du Coran. Plus tard, après avoir imposé le concordat de Bicêtre, l'empereur Napoléon, en 1808, exige que le pape se déclare son sujet et qu'il reconnaisse Napoléon empereur d'Europe. Il faut dire qu'on peut croire que ces déclarations de Bonaparte, c'est de la propagande. Absolument pas, parce que certains généraux, notamment le général de Gaulle, donc, un de ces généraux, donc s'est converti, il a fait la circoncision, donc il s'est converti à l'islam, et il a changé de nom. Il était pendant le général Jamboul, donc qui s'appelle Abdallah. Et les musulmans proposent à Bonaparte de faire la même chose. Et là, ça commence. Les circoncisions pour toute l'armée, c'était compliqué. Et surtout, dans les soldats qui n'avaient pas le droit de boire le vin, c'est là que ça coinçait un peu. Il n'est pas cru. Mais il était tout à fait sincère en appelant tous les musulmans de se ranger sous la bannière verte du prophète. Il était lui-même le nouveau prophète autoproclamé, envoyé de Dieu pour aller à la conquête de l'Europe chrétienne. Donc il faut détruire l'Église en Europe. Donc il appelle tous les musulmans de ranger sous sa bannière verte. Donc faire le djihad. Il va abandonner toute son armée en Égypte, donc juste les soldats, donc ils se sont restés en Égypte, ils vont mourir finalement. Les plus chanceux seront prisonniers des Anglais. Mais cette haine du christianisme, il la confesse aussi à Sainte-Hélène. Il dira à Hugo, à Sainte-Hélène, il dit « J'aime mieux les religions de Mahomet. Elle est moins ridicule que la nôtre. Aussi les Turcs nous appellent-ils idolâtres. » Donc cette haine du christianisme, elle est connue à l'époque. Donc elle est plus connue aujourd'hui, mais elle était bien connue à l'époque. Et tous ces appels sont publiés dans le Moniteur, c'est le journal de propagande officielle. Et il faut dire qu'il était question
condition de l'existence de la chrétienté. Et le dernier rempart, c'était Moscou évidemment, et Joseph de Maistre, qui est parfaitement conscient du rôle joué par Moscou, troisième rôle, il ne l'a jamais contesté, et il dira plus tard dans les soirées de Saint-Pétersbourg, donc, soyez romains, vraiment au vrai. Son projet de Sainte Alliance après la conquête, parce que le mal ne peut pas vaincre, il en est persuadé, le mal sera vaincu. Seulement le problème, c'est que la Sainte Alliance aura lieu, mais le pape n'y adhère jamais. 50 pays ont signé la charte de la Sainte Alliance. À partir de 1815, tous les pays européens, sauf le pape. Et la Turquie, ça, là c'est normal, même les États-Unis ont signé la Sainte Alliance. Et le tsar se retrouve à la tête de l'Europe comme défenseur des valeurs européennes, chrétiennes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis obligée de passer la parole à moi-même parce que c'est... alors, peut-être il faudrait changer le micro. Alors, ce sera une sorte d'intervention intermédiaire entre la présentation du professeur Raczynski qui a présenté donc Joseph de Maistre en tant que conseiller du tsar russe et ensuite Nikolai Kotrelov qui va parler de Vladimir Solovyov. Donc je vais faire le pont entre les deux en quelque sorte. Ce dont je vais parler, c'est plutôt je dirais une nuance par rapport à l'intervention de mon collègue, parce que les relations entre Joseph de Maistre et Solovyov étaient assez compliquées. Vladimir Solovyov a écrit un article pour l'encyclopédie Brockhaus et Effron. Je vais y revenir à cet article. Je vais dire que dans cet article, il s'agit de la rencontre entre Joseph de Maistre et Alexandre Ier, où il parlait de l'ultramontanisme, c'est-à-dire la primauté et l'infaillibilité du pape. Et Alexandre Ier, en réponse à Joseph de Maistre, a dit que la chrétienté, c'est quelque chose de plus que juste la primauté du pape. Et donc, pour Vladimir Solovyov, Joseph de Maistre était une sorte de personnage ambigu. Bien sûr, il connaissait bien ses travaux et d'ailleurs, Nikolai Kotrelov m'a dit tout récemment, m'a parlé de la traduction du poème de Joseph de Maistre par Vladimir Solovyov, c'est-à-dire il a fait avant d'écrire son propre cycle de poèmes, donc c'est pris donc du livre de Maistre, les soirées de Saint-Pétersbourg. Le traducteur ne peut pas traduire le poème. Donc Vladimir Solovyov et Joseph de Maistre parlaient de la théocratie en fait. Ils parlaient de la manière d'intégrer la religion dans la politique européenne et comment faire revenir l'Église dans la société européenne et russe, comment faire de l'Église une institution centrale qui va unir la société. Mais d'autre part, Vladimir Solovyov, tout au long de sa vie, et surtout à la fin des années 80, lorsque il a écrit des textes consacrés à de Maistre, donc Vladimir Solovyov considérait que Joseph de Maistre appelait à une sorte de théocratie libre, c'est-à-dire une théocratie qui va réunir le meilleur des Lumières et de l'époque moderne, mais tout en l'intégrant dans une sorte d'unité moyenâgeuse. Et donc, Joseph de Maistre, pendant longtemps, en fait, c'est Solovyov qui appelait à cette nouvelle théocratie, alors qu'il pensait que de Maistre appelait à une ancienne théocratie, à une théocratie dépassée pour lui.
c'est-à-dire un ordre de société qui est arrivé à son impasse suite à la Révolution française. Il a écrit beaucoup de choses en fait sur de Maistre dans son travail les slavanophiles et donc c'était en fait un texte contre la slavophilie et dans ce travail il cite Pavel Matveyev, à l'époque un écrivain tout à fait inconnu, et il disait que Joseph de Maistre n'a pas seulement influencé les catholiques russes, mais il a également beaucoup influencé Aksakov et Katkov, qui étaient deux piliers du mouvement slavophile russe. Et moi, je voudrais peut-être souligner trois moments principaux, trois reproches que Solovyov fait à de Maistre. Pourquoi il considère que le projet théocratique de Maistre ne peut pas être réalisé? Alors, le premier reproche, c'est son attitude envers la peine de mort. Solovyov était contre la peine de mort. En 1881, il a demandé de gracier ceux qui ont organisé les régicides, en fait, ceux qui ont organisé un attentat contre le tsar, et donc il ne pouvait pas accepter la peine de mort, et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas accepter l'idée de Maistre, la justification du bourreau. Donc pour lui, ce n'était pas possible. Joseph de Maistre était connu, y compris pour cette idée que le bourreau peut être justifié. Joseph de Maistre justifiait également les soldats, mais pour lui, le bourreau était même supérieur aux soldats, parce que le bourreau exécute une fonction importante pour l'État, pour la société. Donc, il exécute son devoir, en quelque sorte. C'est une sorte de l'exécution du jugement. Et pour Solovyov, donc, cette idée n'est pas acceptable. Il est horrifié en fait par cette idée de justification du bourreau. Alors le deuxième reproche qu'il fait à de Maistre, c'est son attitude envers les préjugés. Solovyov ne connaissait pas Burke apparemment, en tout cas il n'y a pas une seule allusion dans ses travaux sur Burke, et donc cette idée de justification du préjugé, une sorte de tradition qui n'a pas d'explication, qui a son importance pour maintenir l'ordre social. Donc pour lui, c'était l'idée de Joseph de Maistre et non pas de Burke. Et dans son travail, donc, il parle des slavophiles. Donc il critique. Pour lui, donc c'était une tradition conservatrice, mais qui n'avait pas d'avenir et qui était proche en fait des idées de Maistre. Et par exemple, il disait toute constitution n'est qu'un bout de papier. Cette constitution n'a pas de pouvoir sur les êtres humains. Et Solovyov en fait citait ces paroles, et il citait les slavophiles, comme j'ai dit, par exemple Gilarov, Platov, là où les slavophiles défendent ces préjugés qui n'ont pas en fait de sens. Et donc pour Solovyov, parfois même les dogmas de l'Église sont des sortes de préjugés. Donc lui, il est contre ces préjugés. Lui, il est pour les Lumières, pour l'éducation et pour cette union entre la croyance, la foi chrétienne et l'éducation. Et pour lui, de Maistre était un petit peu l'apôtre en fait de l'ancien régime, de celui qui défendait les préjugés. Enfin, Solovyov était connu comme quelqu'un qui
aimait le catholicisme, qui avait ce penchant pour le catholicisme, en fait, c'est une erreur. Solovyov n'était pas partisan de l'ultramontanisme, contrairement à De Maistre. Il ne pensait pas que le pape doit avoir le pouvoir en dehors du pouvoir religieux. Il a dit des choses très claires à ce sujet. Au contraire, il pensait que la montée des États nationaux était quelque chose de tout à fait naturel. Et donc la séparation entre les États nationaux et le pouvoir du pape, c'était quelque chose de tout à fait naturel. Comprenait bien sûr, Solovyov comprenait bien sûr que l'Europe a perdu en quelque sorte le centre spirituel, c'est-à-dire Rome et le pape, mais il pensait que en fait c'était en quelque sorte la faute de l'institution du pape et que c'était en fait au pape d'évoluer pour s'intégrer dans ce nouvel ordre. Et donc c'est de ce point de vue aussi qu'il s'éloignait de Maistre, qui était bien sûr partisan de l'ultramontanisme. Et Solovyov disait qu'il y a trois éléments. Il y a l'élément du pouvoir séculaire, le pouvoir religieux et l'élément prophétique. L'élément prophétique dont l'absence au Moyen-Âge a en fait provoqué la chute de l'union théocratique de l'Europe. C'est lié également au judaïsme, à cet élément judaïque en quelque sorte en Europe. Et l'exclusion de l'élément judaïque du christianisme était pour Solovyov la cause principale de la chute de cette union théocratique de l'Europe. Et donc c'est à cause de ça finalement que l'époque moderne a gagné, qui a précipité la chute du pape et la chute de l'élément chrétien de l'Europe. Donc j'ai essayé de vous exposer les reproches que faisait Solovyov à De Maistre et donc son attitude assez complexe envers De Maistre parce que ce n'était pas seulement conjoncturel, c'était vraiment des reproches et des écarts très profonds dans la pensée des deux philosophes. Mais je pense qu'à la fin de sa vie, Vladimir Solovyov, ces derniers 3-4 ans, en fait, il allait vers la droite en quelque sorte, dans le sens européen et pas russe. Donc il est toujours assez critique envers le pouvoir russe et envers l'état spirituel de la Russie, mais il voit la crise de l'Europe et il comprend en fait de plus en plus la crise du monde catholique et il compatit en quelque sorte à ce monde catholique. Et d'ailleurs, tout d'un coup, il parle d'Auguste Comte et il admet son admiration à Auguste Comte, mais je pense que paradoxalement, en même temps, il accepte son admiration à Joseph de Maistre, parce qu'il choisit les aspects de la philosophie de Comte que partageait aussi Joseph de Maistre. C'est la critique de la Révolution française, la critique de l'individualisme européen, c'est l'absence de l'élément spirituel qui unifiait l'Europe et qui va provoquer la chute, la dégradation de l'Europe. Donc, vers la fin de sa vie, Solovyov, en quelque sorte, a évolué dans sa pensée et, comme je viens de le dire, il choisit les idées d'Auguste Comte que celui-là partageait avec Joseph de Maistre. Donc Auguste Comte, qui au départ était son principal opposant sur le champ philosophique, mais finalement, vers la fin de sa vie, comme je l'ai dit, il admet son admiration pour Auguste Comte et indirectement son admiration envers Joseph de Maistre.
Et je pense que Joseph de Maistre est considéré par certains, comme par Raymond Aron, comme le fondateur de la sociologie. Donc vraiment, il y a des liens très complexes entre ces philosophes. Et voilà, j'ai essayé de vous exposer le chemin compliqué qu'a traversé Vladimir Solovyov, et il observait, excusez-moi, la Troisième République, et il voyait sa crise. Il voyait que la France catholique, en fait, était perdue, qu'elle a perdu, en fait, contre la France laïque. Et c'est à ce moment-là que Solovyov a profondément modifié sa pensée, sa philosophie, et s'est tourné beaucoup plus vers la pensée droite, contrairement à la pensée libérale de ses débuts. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Николай, пожалуйста.